Ce que la famille Beaumont-le-Roi ignorait, ce soir-là, dans leur bel appartement du 16e arrondissement, c'est que leur showroom de luxe de la rue du Bac, celui qu'ils citaient à chaque dîner, comme la preuve de leur réussite, était situé dans mon immeuble. Mon immeuble hérité de mon père, maçon calabrais arrivé en France avec 40 francs en poche et une valise en carton. Ils pensaient avoir affaire à un simple menuisier à la retraite. Ils avaient tort. Mais je commence par le début. Je m'appelle Pierre Marchetti. J'ai 63 ans. Pendant 38 ans, j'ai exercé le métier d'ébéniste à Lyon, puis à Paris, où j'ai monté mon propre atelier dans le 11e arrondissement. Un travail de précision, de patience, d'amour du bois. Mes mains portent encore les cicatrices des rabots, les taches claires de la cire, les marques d'une vie honnête. Depuis ma retraite, je vis dans la maison familiale de Gevrey-Chambertin, en Côte d'Or, entouré de mes vignes et de mes vieux chênes. Une vie simple, tranquille, une vie que j'ai choisie. Mon fils Julien a 32 ans. Il a fait de grandes études ingénieur à Centrale, puis un master à HEC. Je ne lui ai jamais dit ce qu'il devait devenir. Je lui ai seulement appris à travailler, à respecter les gens et à ne jamais se croire supérieur à quiconque. Il a grandi dans mon atelier, entre la sciure et l'odeur du vernis, et il en est fier. Il y a 2 ans, Julien m'a parlé de Camille pour la première fois. Sa voix avait ce léger tremblement que je lui connais depuis qu'il est enfant, le signe que quelque chose compte vraiment pour lui. Camille Beaumont-le-Roi, Vignevan, architecte d'intérieur, fille unique d'Édouard et Isabelle Beaumont-le-Roi. J'ai cherché à comprendre qui étaient ces gens. Pas par méfiance, par curiosité naturelle de père. La famille Beaumont-le-Roi dirigeait une maison de décoration d'intérieur haut de gamme, fondée par le grand-père d'Édouard dans les années 50. Clientèle fortunée, projet dans les beaux quartiers parisiens, une réputation soigneusement entretenue depuis 3 générations. Camille travaillait dans l'affaire familiale. Ils habitaient un appartement de 200 mètres carrés, avenue Foch. L'image d'une certaine bourgeoisie parisienne distinguée, consciente d'elle-même, habituée à une forme de déférence que les autres ne lui avaient pas toujours accordée. La première rencontre eut lieu à Paris, dans ce fameux appartement. Un dimanche de novembre, froid et gris. Julien était venu me chercher à la gare de Lyon. Je portais mon manteau en laine, mes chaussures cirées pas élégants à la manière parisienne, mais propres, soignées, dignes. En montant dans l'ascenseur, Julien me serra le bras. Je vis dans ses yeux qu'il voulait que ça se passe bien. Je lui souris. Tout irait bien. L'appartement était beau, c'est indéniable. Des moulures au plafond, des parquets Versailles, des objets choisis avec soin, le travail visible de gens qui connaissent leur métier. Camille vint nous accueillir à la porte. Elle était charmante, sincère dans son sourire, un peu tendue aussi. Je la regardais et je compris tout de suite que ma belle-fille n'était pas le problème. Édouard Beaumont-le-Roi était debout au centre du salon, un verre de Bordeaux à la main. Grand, les cheveux argentés coiffés en arrière, costume gris anthracite. Il avait cette façon de vous regarder en légèrement penchant la tête, comme s'il évaluait quelque chose. Sa femme Isabelle était assise sur le canapé, une élégance froide dans chaque geste. Elle se leva pour me serrer la main. Sourire poli, regard qui faisait rapidement l'inventaire. Le dîner se passa correctement en apparence. On parla de Camille et Julien, de leurs projets, de l'avenir. Mais les premières piques arrivèrent discrètement, glissées dans la conversation comme des épines dans un bouquet. « Alors, vous avez travaillé dans la menuiserie ?» demanda Édouard, en me resservant du vin avec la condescendance de celui qui vous fait une faveur. « L'ébénisterie, précisai-je calmement. C'est un métier différent. »« Oui, bien sûr, » dit-il avec un sourire qui signifiait que pour lui, la distinction n'avait aucune importance. Isabelle enchaîna en évoquant leurs vacances à Megève, leur maison en Provence, le mariage de la fille d'un de leurs amis dans un château de la Loire. Les détails s'accumulaient comme autant de marqueurs de territoire. Je mangeais tranquillement, répondit poliment, observait. Julien regardait son assiette de temps en temps. Camille changeait de sujet quand la conversation dérivait trop. En partant ce soir-là, Édouard me raccompagna jusqu'à la porte et dit « Comme en passant, nous sommes très contents pour les enfants. Il faudra qu'on se reparle du mariage, des détails pratiques, vous comprenez. » Je compris que la suite ne serait pas simple.
Elle arriva 3 semaines plus tard sous la forme d'un déjeuner entre pairs, à sa demande, dans un restaurant du 8e arrondissement, le genre d'endroit où l'addition sert à rappeler qui a les moyens d'inviter. Édouard m'exposa sa vision du mariage avec la précision d'un chef de projet. 250 invités, un domaine en Île-de-France, un traiteur 3 étoiles, un orchestre. La liste continuait. Pour une cérémonie à la hauteur de nos 2 familles, dit-il en posant son couteau avec soin, nous estimons le budget à environ 120 000 €. Nous envisageons de prendre en charge les 2 tiers. Nous attendons naturellement une participation de votre côté. Je levai les yeux de mon verre. Quelle participation aviez-vous en tête? Il ne s'y a pas. 45 000 €. Ce serait raisonnable, me semble-t-il. Je pris le temps de déposer ma serviette sur la table. Je regardais le restaurant autour de moi, les nappes blanches, les serveurs en veste noire, les couples d'affaires en train de déjeuner. Puis je regardais Édouard. Et si je ne participe pas à cette hauteur-là? Sa réponse fut immédiate, le ton d'un homme qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Nous reconsidérerions l'ensemble du projet, le mariage, la date, tout. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas engager notre famille dans quelque chose qui ne correspond pas à nos standards. Nos standards. Je retins ce mot-là. Je répondis que j'allais réfléchir. Il hocha la tête, satisfait, comme si l'affaire était déjà réglée. Nous nous serrâmes la main sur le trottoir. Il prit un taxi. Je marchais jusqu'au métro. Dans le wagon, je ne pensais pas à la colère. Je pensais à mon père, Giovanni Marchetti, arrivé à Paris en 1963, avec son accent calabrais et ses mains d'ouvrier. Je pensais aux années où il avait économisé chaque franc, refusé les vacances, mangé des pâtes 5 soirs sur 7, pour acheter un immeuble vétuste rue du Bac que personne ne voulait. Je pensais à la façon dont il avait retapé cet immeuble lui-même, pierre par pierre, week-end après week-end. Je pensais à ce qu'il m'avait dit la dernière fois que je l'avais vu avant qu'il parte. « Pierre, cet immeuble, c'est ta liberté. Ne le vends jamais. » Je ne l'avais jamais vendu. L'immeuble haussmannien du 14, rue du Bac, comptait 6 appartements et un rez-de-chaussée commercial de 340 mètres carrés. Depuis 1987, ce rez-de-chaussée était loué à la maison Beaumont-le-Roi pour y installer leur showroom principal. Un bail commercial de longue date, signé avec mon père, reconduit tacitement au fil des années. Un loyer qui n'avait pas suivi les prix du marché par gentillesse de mon père d'abord, par habitude ensuite. En 1987, il payait 6 000 francs par mois. Aujourd'hui, il payait 3 800 €, soit environ un tiers de la valeur locative réelle d'un commerce de cette superficie dans ce quartier. Le bail arrivait à échéance dans 4 mois. Je n'avais pas fait le lien immédiatement quand Julien m'avait parlé de la famille Beaumont-le-Roi. Le nom était courant. Ce n'est qu'en fouillant dans mes dossiers 2 semaines après cette première rencontre que j'avais trouvé le contrat de bail, le papier à en tête et compris. J'avais regardé ce document longtemps, sans savoir encore si je m'en servirais. Maintenant, dans ce wagon de métro, après le déjeuner du 8e arrondissement et les 45 000 €, prononcés avec la désinvolture d'un homme qui ne doute pas de lui-même, je commençais à y penser autrement. Je n'appelais pas Julien ce soir-là. Je rentrais à Gevrey le lendemain, marchais dans mes vignes, dormis dans ma maison silencieuse. Je laissais passer une semaine. Puis Julien m'appela, la voix tendue. « Papa, le père de Camille a dit à Camille que si tu ne confirmes pas ta participation, il va repousser les fiançailles officielles. » Camille est effondrée. Elle ne comprend pas ce que son père lui demande de faire. « Et toi ?» Il y eut un silence. « Moi, je suis avec toi, papa. Mais je ne veux pas perdre Camille à cause de ça. »« Tu ne la perdras pas, » lui dis-je. « Fais-moi confiance. » Il ne me demanda pas ce que j'avais en tête. Julien me connaît assez pour savoir que quand je dis de me faire confiance, il faut me faire confiance. L'invitation au dîner de fiançailles officielles arriva 2 semaines plus tard. Un samedi de janvier, Édouard avait invité quelques proches, sa sœur et son beau-frère, 2 couples d'amis, leurs enfants, une dizaine de personnes autour de leur grande table en acajou. J'arrivais seul, avec une bouteille de Gevrey Chambertin premier cru que j'avais mise de côté depuis plusieurs années. La soirée commença normalement. Les présentations, les flûtes de champagne, les regards polis qui évaluent sans en avoir l'air.
Je m'assis à côté de Camille, qui me sourit chaleureusement. Je vis dans ses yeux une reconnaissance sincère. Elle savait que la situation était inconfortable, et elle savait que j'étais là malgré tout. Les pics reprirent au moment de l'entrée. La sœur d'Édouard, une femme au collier superposé et au rire un peu trop fort, me demanda ce que je faisais de mes journées depuis la retraite. « Je m'occupe de mes vignes, dis-je. Je gère quelques biens immobiliers, et je lis beaucoup. »« Des biens immobiliers ?» répéta-t-elle avec un sourire amusé, comme si j'avais dit que je collectionnais des boîtes de conserve. « Ai-je vrai ? À Paris aussi, dis-je. » Elle passa à autre chose. Édouard, qui avait entendu, ne réagit pas. C'est au moment du plat principal qu'il choisit de frapper. Le vin était servi pas ma bouteille. Ils en avaient ouvert une autre et la conversation avait glissé sur le mariage. Un des amis d'Édouard, homme d'affaires avec des boutons de manchette en or, demanda où en étaient les préparatifs. Édouard prit la parole avec la fluidité de quelqu'un qui a préparé son texte. Les préparatifs avancent bien de notre côté. Nous avons choisi le domaine, le traiteur, la date. Il resta. Finaliser certains aspects financiers. Vous savez ce que c'est ? Un mariage à la hauteur des deux familles. Il y eut quelques rires complices autour de la table. Je sentis le regard de Julien sur moi. Camille fixait son assiette. Le problème, continua Édouard avec un sourire affable, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes capacités de contribution. C'est ainsi, le silence qui suivit était lourd. Les convives regardaient alternativement Édouard et moi. Isabelle trinqua légèrement avec la femme à côté d'elle, l'air de quelqu'un qui sait que la scène va se jouer sans elle avoir à intervenir. Je posai ma fourchette. Je pris le temps de m'essuyer les lèvres avec la serviette en lin. Puis je regardai Édouard. « Édouard !» lui dis-je de la voix calme que j'ai apprise dans les années d'atelier, celle qu'on prend quand un bois résiste, et qu'il faut de la précision. Depuis quand êtes-vous locataire au 14, rue du Bac? Il y eut un blanc. Pardon? Votre showroom, rue du Bac. Vous l'occupez depuis 1987, si je me souviens bien. Édouard fronça légèrement les sourcils. En effet, nous avons un bail commercial de longue date. Quel rapport avec? Avec qui avez-vous ce bail? Il hésita. Je vis sur son visage le début de quelque chose, pas encore la compréhension, juste l'inconfort de ne pas savoir où une conversation le mène. Avec un propriétaire privé. La famille, Marchetti, je crois. Pourquoi? Je le regardais sans rien dire. Je le laissai faire le chemin lui-même. Ce fut sa femme Isabelle qui comprit en premier. Je la vis pâlir légèrement, poser son verre. « Giovanni Marchetti », dit-elle à voix basse. « Votre père. »« Mon père », confirmai-je. « L'immeuble m'appartient depuis son décès il y a 12 ans. Votre bail expire dans 4 mois. » Le silence était total maintenant. Même l'ami, au bouton de manchette, avait arrêté de mâcher. Édouard regardait la table devant lui. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'avait rien à dire. Je n'élevai pas la voix. Je n'en avais pas besoin. Je n'ai jamais cherché à vous nuire. Je n'ai jamais augmenté le loyer, parce que ce n'était pas ma façon de faire, et parce que mon père aimait la continuité. Mais vous m'avez demandé 45 000 € comme condition au mariage de nos enfants. Vous avez sous-entendu ce soir, devant vos amis, que je n'avais pas les moyens d'être à la hauteur de votre famille. Alors je vais vous dire quelque chose. Je pris mon verre de vin, mon Gevrey Chambertin, que quelqu'un avait finalement ouvert, et je le regardai quelques secondes. La valeur locative réelle de votre showroom est aujourd'hui de 11 000 € par mois. Vous en payez 3 800. Depuis des années, la différence, ce sont mes 45 000 € chaque année. Depuis longtemps, Camille avait les yeux brillants. Julien regardait son père, moi, avec une expression que je n'oublierai pas. « Je ne suis pas venu ce soir pour menacer qui que ce soit, » continuai-je. « Je suis venu parce que mon fils aime votre fille, et parce que j'espère encore que nous pouvons être une famille. Mais une famille, ça commence par le respect. Je me levai, je remis ma veste. Bonsoir. » Dans l'ascenseur, Julien me rejoignit. Il posa sa main sur mon épaule et ne dit rien pendant un long moment. Puis, « Tu savais depuis quand? » »« Depuis le début, lui dis-je. »« Mais ce n'est pas une arme, Julien. C'est juste la vérité. Ils avaient le droit de la connaître. Nous marchâmes jusqu'au métro Trocadéro, dans le froid de janvier.
Les platanes de l'avenue étaient noirs et nus. Paris était silencieux à cette heure. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, on attend, dis-je. » Les gens bien finissent par comprendre. Ce qui se passa dans les jours suivants, je ne l'appris que par Camille, qui me téléphona elle-même le mercredi. « Monsieur Marchetti, dit-elle, je veux vous présenter mes excuses. Pour mon père, pour ma mère, pour tout ce dîner. » Sa voix était claire, posait la voix de quelqu'un qui a pleuré, mais qui a décidé d'avancer. « Vous n'avez rien à m'excuser, lui dis-je. Vous n'avez rien fait. J'aurais dû parler plus tôt. J'aurais dû m'opposer à mon père quand il a dit ces choses. Je ne l'ai pas fait, et j'en suis vraiment désolé. « Est-ce que vous aimez mon fils ?» lui demandai-je simplement. « Oui, dit-elle sans hésiter. Alors c'est ce qui compte. » Elle me demanda si je serais prêt à revoir ses parents. Je lui dis que j'étais prêt à tout ce qui pouvait aider nos enfants à être heureux. La rencontre eut lieu le samedi suivant, chez moi, à Gevrey. J'avais préparé un repas simple, un pot au feu, du pain de campagne, un fromage de la région. Ma maison est ce qu'elle est, ancienne, bien entretenue, les poutres apparentes au plafond, les meubles que j'ai fabriqués moi-même pendant des années. Ce n'est pas l'avenue Foch, c'est chez moi. Édouard et Isabelle arrivèrent en fin de matinée. Il avait l'air d'un homme qui n'est pas habitué à demander pardon et qui cherche encore comment le faire sans avoir l'impression de se diminuer. Isabelle était plus directe. Elle entra dans ma maison, regarda autour d'elle et dit simplement « Vous avez fait tous ces meubles vous-même ?»« La plupart, oui. » Elle s'arrêta devant le buffet du couloir, une pièce en noyer que j'avais travaillée pendant 6 mois, les panneaux sculptés à la gouge, les proportions copiées sur un modèle du XVIIIe siècle. « C'est extraordinaire, dit-elle. » Et je crus que c'était sincère. À table, Édouard parla peu au début. Puis, après le fromage, il posa ses coudes sur la table, dans un geste qui lui ressemblait peu moins formel, moins contrôlé, et il dit « Jay Malaghy, je croyais protéger ma fille en imposant des conditions que je n'avais pas à imposer. J'ai confondu la protection et l'arrogance. Ce n'est pas excusable. » Je le regardais. Il soutint mon regard. « Non, ce n'est pas excusable, dis-je, mais c'est compréhensible. Nous voulons tous que nos enfants aient la vie la meilleure possible. La question c'est comment on mesure ça. » Il hocha la tête lentement. « Concernant le bail, dit-il, je levai la main. Le bail n'a rien à voir avec ceux dont nous parlons aujourd'hui. Mon notaire vous enverra les termes du renouvellement dans les semaines à venir. Ce sera un loyer juste, aux conditions du marché, ni plus ni moins. Nos affaires, c'est nos affaires. La famille de nos enfants, c'est autre chose. » Il y eut un silence. Puis Édouard fit quelque chose que je n'attendais pas. Il se leva, contourna la table, et me tendit la main. Pas la main du déjeuner du 8e arrondissement, la main d'un homme qui sait qu'il a perdu quelque chose d'important et qui essaie de le retrouver. Je la serrai. Le mariage eut lieu en septembre, dans une bastide de Provence qu'Édouard connaissait. 120 invités, pas 250. Ce n'était pas nécessaire. Un traiteur de Marseille, un groupe de jazz, les vignes d'or et de rouille à perte de vue sous le soleil de fin d'été. Camille était belle d'une beauté qui n'avait rien à voir avec la robe ni les fleurs. C'était la beauté de quelqu'un qui a choisi. Julien pleurait. Je ne pleurais pas, mais c'est parce que j'attendais d'être seul. Le soir, pendant que les jeunes dansaient, Édouard s'assit à côté de moi à une table en retrait. Nous regardâmes un moment la piste de danse sans parler. « Votre père, dit-il finalement, il est arrivé en France comment ? En train, depuis la Calabre, en 1963. Il avait 22 ans et il ne parlait pas un mot de français. Et il a acheté cet immeuble à quelle époque ? En 1971. Avec les économies de 8 ans de travail sur les chantiers. Il a mis toute sa vie dedans. » Édouard resta silencieux un moment. « Mon grand-père à moi avait un atelier de tapissier dans le 14e, dit-il. Ce n'est pas si différent. J'ai oublié ça quelque part. » Je le regardais. « On oublie facilement, dis-je. La question, c'est ce qu'on fait quand on s'en souvient. » Il acquiesça. On ne dit plus rien pendant un moment, et c'était un silence confortable, cette fois, le genre de silence qui signifie qu'on n'a plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Camille et Julien sont venus à Gevrey pour Noël cette année-là, et l'année suivante, et l'année d'après encore.
Isabelle m'a demandé de lui montrer comment travailler le bois. Elle voulait apprendre à sculpter. Elle disait que ça lui avait toujours plu, mais qu'elle n'avait jamais osé. Nous avons passé un après-midi dans mon atelier, elle et moi, à travailler un morceau de tilleul. Elle était maladroite au début, puis quelque chose s'est relâché en elle, et elle a souri d'une façon que je ne lui avais jamais vue. Le bail a été renouvelé à 7 200 € par mois, un prix légèrement en dessous du marché, parce que la continuité a de la valeur, et parce que la maison Beaumont-le-Roi avait investi dans ce lieu pendant 30 ans. C'est raisonnable. C'est juste. Et la maison Beaumont-le-Roi a su s'adapter, parce que c'est une maison solide, fondée par des gens qui avaient de la ressource. Camille attend un enfant pour le printemps. Quand j'y pense, ce soir-là rue du Bac, ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas non plus une démonstration de force. C'était simplement la vérité posée sur la table, devant tout le monde. La vérité que mon père m'a apprise sans jamais me la formuler, que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son costume, ni à l'adresse de son appartement, mais à ce qu'il construit, à ce qu'il transmet, et à la façon dont il regarde les autres. Giovanni Marchetti est arrivé en France avec 40 francs en poche. Il a laissé un immeuble rue du Bac, une maison en Côte d'Or, et un fils qui sait ce que travailler veut dire. Je ne sais pas si Édouard comprendra un jour pleinement ce que cela représente, mais il commence à le deviner, je crois. Et ça, c'est déjà quelque chose.